Allez Arnaud, on attaque avec la présentation de cet homme atypique qui est Franck Provost, notre invité du week-end. Et oui, à quoi rêvait-il donc le jeune Franck Provost quand il débutait comme apprenti dans un salon du sud de la Sarthe? Il a là une petite quarantaine d'années. Est-ce qu'il imaginait qu'un jour il deviendrait l'un des super-héros du monde de la coiffure, l'homme qui valait 1 milliard d'euros? C'est en gros le chiffre d'affaires que génère la galaxie Provalliance, le groupe de Franck Provost aujourd'hui. En tout cas, à coup sûr, il avait déjà envie de grandir, avec sous-jacentes plusieurs autres envies. Une envie de style, ça il l'a satisfaite en devenant champion du monde de coiffure. Une envie de proximité, en ouvrant un premier salon à Saint-Germain, puis d'autres. Il en a encore aujourd'hui 400 salons en succursale. Une envie d'équipe, de diffuser encore une fois son savoir-faire. Il a donc commencé à se développer aussi en franchise. Une envie de marque, la marque fondatrice, Franck Provost. Il a créé ensuite d'autres réseaux de salons. Il gère aujourd'hui un portefeuille d'une dizaine de marques. Et puis un jour est venue une envie d'international. Et là, il a débarqué un jour à New York pour dire au leader mondial de la coiffure qu'il lui rachèterait bien finalement ces salons européens. Banco, lui a-t-on répondu en anglais, un anglais qu'il ne maîtrisait pas totalement d'ailleurs à l'époque. Toujours pas. Hein. Et toujours pas. Donc He's on peut on peut réussir à l'international en tant que avec un interprète. Et donc le résultat, c'est donc Provalliance, le numéro 1 européen et numéro 2 mondial de la coiffure, avec plus de 2600 salons dans le monde, avec également une diversification des produits dérivés qui ont valu des shampoings, des soins pour les cheveux, qui ont valu aussi à Franck Provost de rejoindre le club privé des entrepreneurs qui incarnent leur marque dans les pubs télé, façon Afflelou. Alors il est fou Franck Provost? Non, non, il a juste toujours envie de grandir. Qu'est-ce qui le fait encore courir en 2013? Eh bien, il va peut-être nous en dire 2 ou 3 mots aujourd'hui. Merci Arnaud. Good morning, good afternoon, Franck Monsieur Provost. Provost. Bonjour à Provost. tous. Ça va, Franck? Quel bonheur de vous retrouver. Je le disais, on a eu le plaisir de vous accueillir il y a quelques années dans cette émission, mais on n'a pas eu le temps d'approfondir le parcours qui est tellement génial. Moi, chaque fois que je pense à vous, je me dis, mais est-ce qu'il avait ça en tête quand il a démarré? Non, j'avoue que j'avais pas pensé du tout à un parcours qui a été le mien. Mais au fur et à mesure que les étapes sont arrivées, eh bien, finalement, l'appétit vient en mangeant Ouais. et on se dit pourquoi pas, c'est possible. Mais C'est quoi? C'est l'appétit d'aller chaque fois à l'étape suivante qui a fait ensuite cette espèce de groupe énorme? c'est-à-dire, je crois que comme quand on est jeune entrepreneur, donc moi, par exemple, dans mon cas, j'ai ouvert mon premier salon. À quel âge? Eh bien, j'avais 28 ans. Avec de l'argent, sans argent? Sans argent, on m'a prêté, donc ma famille m'a prêté et tout, parce que bon. C'était en 75 à Saint-Germain, c'est le salon fondateur. 75, voilà, Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain-en-Laye, oui, bien sûr. Et donc, on se fait déjà tout un monde de cette première affaire. Et puis finalement, quand ça fonctionne, bien. on se dit, bah, pourquoi Pourquoi pas pas une essayer deuxième un deuxième, quoi. Et puis, moi, ce qui a été mon moteur, surtout, c'est les équipes qui travaillaient avec moi. Ouais. Et finalement, ça m'a aidé parce que donc, je les ai formés et je n'avais pas envie qu'ils partent et qu'ils deviennent des concurrents, quoi. Donc, C'était ça finalement, le secret, c'est de les garder. Et du coup, ils sont restés avec vous, à vos côtés. oui, parce qu'on avait la même façon de voir, la même culture d'entreprise, la même façon de Vous travailler. êtes un fabricant d'entrepreneurs, peut-être plus qu'un coiffeur. Peut-être, Peut-être. peut-être. Mais oui, d'abord, je crois que quand on est entrepreneur, il faut aimer les hommes et je crois que ça, c'est capital. Donc moi, j'aimais bien les gens avec qui je travaillais et je n'avais pas envie qu'ils partent. Donc du coup, j'ai ouvert d'autres salons et puis je les ai intéressés dans ces salons-là. C'est sous quelle forme à ce moment-là? C'était pas les franchises à l'époque, si? Non, c'était pas du tout. Non, non, c'était des salons que je montais, puisque moi, j'avais réussi mon premier, mon second salon. Après, les banques vous font plus facilement confiance. Bien Oui, sûr, je rappelle, bien encore sûr. aujourd'hui 400 salons en succursale, je crois. Absolument, Hein, ouais. Et donc, 3000 collaborateurs en direct. Et donc, j'ai ouvert donc, des nouveaux salons en les associant. Et donc, avec leurs résultats, je leur donnais des parts jusqu'à 49%. Donc, ça a été vraiment la base de l'entreprise, quoi. Voilà, donc c'est un peu original, mais... C'était typiquement français ou pas? Parce qu'à l'époque, la coiffure était très française, parce que les grandes marques, je pense à Jean-Louis David, qui était très tôt présent à New York, me semble-t-il. Très vite, les marques françaises ont illustré l'art de coiffer. Vous aviez à un moment pensé que vous devriez international ou pas? Eh bien, non, pas du tout, parce que, bon, comme je vous l'ai dit, bon, moi, au fur et à mesure, j'ai mis la barre un peu plus haut. Et effectivement, quand j'ai commencé à développer et donc ouvrir à la franchise en me disant, bon, si je veux vraiment développer,
il faut absolument que je grossisse de façon à avoir les moyens de communiquer. Oui. Et donc c'est pour La cette franchise raison. s'y prêtait particulièrement bien. Et voilà, et donc et à ce moment-là, déjà Jean-Louis David, pour pas le citer, avait déjà 150 salons, quoi. Oui, en franchise également d'ailleurs. En franchise, oui. Oui, bien C'était sûr. pratiquement uniquement de la franchise. D'accord. Et l'originalité de mon groupe, justement, peut-être que c'est par rapport à la base de ces 20 salons que j'ai fait au départ, eh bien, ça a été de aussi faire de la succursale, puisqu'aujourd'hui, j'ai à peu près, enfin, j'ai pas à peu près, c'est même certain, j'ai 400 salons en direct qui m'appartiennent. Donc, voilà, c'est un bon mix pour faire de la franchise, parce que Oui. je ne vais pas mettre un nouveau produit, des nouveaux concepts, des nouvelles idées en place sans les avoir testés. Et Bien moi, sûr. quand je mets quelque chose en place, Vous je dites sais ça que marche. ça va quand Je même sais me que ça coûter marche. beaucoup d'argent, Bien sûr. parce qu'il faut que je l'instaure dans les 400 salons. Donc je réfléchis 2 fois avant de dire, voilà, c'est pas fait ce que je devrais faire et faites pas ce que je fais, quoi. Je fais. Franck Provost, moi j'ai une question. Enfin, j'en ai plein, mais celle-là, elle me tarabusque tout le temps. C'est quoi le moteur? Au début, vous dites, bon, j'en ai un, j'en ai deux, les deux ont marché, j'en fais d'autres. C'est l'argent? C'est le challenge de réussir un truc qui est a priori impossible? C'est de se dire, j'aime le pouvoir, j'ai envie d'avoir... C'est quoi le moteur qui fait qu'on arrive ensuite, par des rachats, on va y venir aussi, à devenir le numéro 1 mondial? Bah écoutez, le moteur, en fait, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de travailler avec des équipes qu'on aime, et donc on se sent un peu obligé de continuer et d'avancer avec eux, quoi, parce que si les gens restent avec vous, c'est aussi pour grandir. Donc je crois que c'est ça. Et puis, bon, c'est pas l'argent, hein, à un moment, ça ne sert. Non Il pas vient que après, je de n'aime toute façon. pas l'argent, j'aime bien en Mais profiter. c'est pas et l'objectif. tout ça. J'aime Mais bien c'est qu'on le pas rappelle, l'objectif, parce qu'on pense tellement que l'entrepreneur est obsédé par ça quand on n'aime pas les entrepreneurs. Je pense C'est certainement que pas le moteur. c'est plus satisfaisant de monter une belle entreprise que le reste. C'est clair qu'il faut gagner sa vie, il faut que ça soit rentable, mais Bien c'est sûr. pas l'argent qui me motive. Et puis moi, j'ai toujours eu cette force que je possède vraiment un métier, en me disant, bon, ben, si jamais ça fonctionne pas, Je saurais toujours quoi faire que des je clientes. perds tout, je Je prends mon reviendrai peigne au salon et mes fondateur. ciseaux et j'irai n'importe où et je recommence. Alors ça, c'est intéressant. Quand on pèse ce que vous pesez dans un secteur d'activité quotidien, non délocalisable, qui sera toujours là, les cheveux continueront à pousser, on a cette peur de tout perdre. On peut se dire qu'à un moment, tout peut s'arrêter. Vous l'avez encore? Moins maintenant, mais bon, Ouais. c'est toujours difficile. Voilà, aujourd'hui, on est quand même dans une situation économique difficile. Donc, on voit moi, quand je vois des boîtes comme Virgin, Comme automatiquement, Comme ou Kodak. tout simplement. Bon, la chance qu'on a, Kodak, on sait pourquoi, parce Oui, que on c'est sait pourquoi. l'évolution Bien sûr. des... Bah, Virgin, on sait pourquoi aussi. Et Virgin On sait aussi, pourquoi aussi. c'est vraiment une transformation des technologies, de la vie. Bien Et sûr. c'est ça l'avantage, et vous venez de le signaler, c'est pas délocalisable, il n'y a pas de machine, et donc voilà, on a quand même quelque chose de sûr. Aujourd'hui, Oui, c'est ça, Ça c'est va, plus je une suis quand même- sécurité, quoi. C'est Voilà. c'est un élément de réassurance, quoi. Vous n'êtes pas angoissé par l'avenir Non. et les aléas économiques. Savez que Non. ça fait partie du business, Euh, mais vous avez cette sécurité, vous, c'est un métier. Voilà. Et au départ, il y a un métier. Et ça se perd pas. je crois quoi. que c'est ça qui est capital, quoi. C'est pas une idée comme ça qu'on gère, mais on monte son histoire. Il y a vraiment quelque chose Mais derrière. justement, au-delà du métier, je le rappelais, il y a un certain sens du style, une volonté effectivement de proposer au plus grand nombre une coiffure, une offre de style. Il y a un sens du service. Comment ça se transmet quand on a effectivement, certes, 400 salons succursales, c'est déjà pas facile de transmettre ces valeurs, cette vision du métier. 2600 salons et une kyrielle de pays, je crois aujourd'hui une présence dans 30 pays. 30 Ça, pays, 20 000 collaborateurs qui traversent sur le eh ben travail. donc, sur les les différents- valeurs, quoi, le kit de base pour veiller à ce que ce soit toujours du Franck Provost, ça se définit comment et ça se transmet Alors, comment? Bon, je dois reconnaître aujourd'hui qu'il y a d'abord plusieurs marques, hein, il y a une dizaine de marques, mais l'important c'est de garder justement l'ADN de chaque marque, le style de chaque marque. Et pour ça, on a des écoles de formation et où on instaure donc le style, la façon de manager, la façon d'accueillir, enfin tout doit être... c'est une pyramide, quoi. Il y a bien entendu des coiffeurs, des managers, des animateurs, enfin tout est vraiment... Et vous pouvez nous il y a donner une un ou deux organisation. exemples, l'ADN de la marque fondatrice Franck Provost et puis l'ADN d'une autre marque, peut-être pas positionnée au même niveau de gamme? Et comment on les différencie justement? Alors, déjà, il y a une différenciation de prix.
Ça, c'est la première chose. Et puis après, de style, par exemple, si je prends Franck Provost, c'est des coiffures plutôt ce qu'on appelle faciles à vivre, où les gens se sentent bien avec un prix moyen, haut de gamme. Et puis, on a une autre marque qui est par exemple, par exemple Coiffe & Co. Et là, c'est une marque low cost. Moins cher. Hein. Beaucoup moins Low cher. cost, carrément low cost. Oui, 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 beaucoup moins cher. Et là, c'est un travail où il y a moins de services. La cliente, elle prend son peignoir elle-même. Bon, elle ne se fait pas son shampoing elle-même, mais bon. Rassurez-moi. L'essentiel, c'est qu'elle ne se voilà, coupe pas les cheveux elle-même. On rationalise au maximum tous les services qui coûtent Mais cher. le contrat beaucoup, est clair pour la cliente. Elle contrat sait où est elle clair, va en c'est fonction de l'enseigne. bien établi et c'est ça qui est important. Et on a également le luxe, puisqu'on couvre avec nos 10 marques l'ensemble du. Et dans l'animation de vos réseaux de franchise, c'est ça le point de départ, c'est ça, c'est définir ce qui est la Bible en fin de compte de chacune des marques. Alors oui, bien entendu, parce que quand dans la franchise, quand quelqu'un vient pour nous rejoindre, il faut aussi qu'il se sente à l'aise avec le concept. Il y a des gens qui se sentent plus à l'aise dans le low cost que dans le luxe, et ainsi de suite. Et c'est à nous de les orienter en fonction déjà de la zone d'achalandise où ils veulent s'installer, donc de les diriger sur telle ou telle marque. Je mentionnais l'international. Là aussi, ok, succès français, bon, formidable déjà. À quel moment vous faites un truc dingue comme ça et vous rachetez une espèce de mastodonte à ce groupe américain qui avait déjà testé mais qui s'en sortait pas et vous y arrivez? Oui, c'est le groupe Régis, hein, le numéro 1 mondial de la coiffure. Exactement. Voilà. Exactement. Donc il y avait repris des enseignes en France, Jean-Louis David, Saint-Al, Intermède, Coiffe & Co, justement. Et je me rendais compte que ça patinait un petit peu, quoi. Et donc moi j'avais envie d'expansion mais bon, c'était quelque chose quand même qui était. C'était du gros, c'était du lourd. Hein. C'était du lourd, parce que c'était quasiment aussi un peu, même plus important que ce que votre groupe à vous. Que mon groupe. C'est ça que j'adore dans ces histoires. Comment le petit rachète plus gros que lui. Et donc vous avez valu à l'époque le titre d'entrepreneur de l'année, voilà. Exactement. Absolument. Et donc je suis allé effectivement à New York avec votre anglais balbutiant. Avec votre interprète. Oui, oui, j'avais bon. Non, mais il ne faut douter de rien, les amis entrepreneurs. Voilà. Non, mais c'est ça, c'est pour dire, voilà, allez-y, suivez vos envies. Quoi. Voilà. Bon, il est important quand même de venir avec des personnes compétentes autour de soi, qui évidemment parlent la langue, ça semble. Vous leur avez dit quoi? Alors, je leur ai dit que. Qu'on était prêt à les racheter. Alors, une question à téléphone. Oui. Est-ce qu'ils étaient vendeurs ou est-ce que vous avez dit, moi j'y vais au culot? Ils n'étaient pas vendeurs. Et d'ailleurs, c'est ça qu'il faut rappeler aussi. Ils ne m'ont pas vendu. C'était les Américains. Ils ne m'ont pas vendu tout de suite puisqu'ils ont préféré rentrer dans mon capital. D'accord. Mais alors racontez ce que vous leur avez dit. Donc, j'ai pu les acquérir. Donc, enfin, je les ai laissés rentrer dans mon capital parce que moi, avec mes succursales, donc ça avait beaucoup plus de valeur que juste des contrats de franchise. Donc ça m'a permis de garder la majorité et de les faire rentrer dans mon capital. Et puis dernièrement, cette année, c'est presque un scoop puisque c'était l'été dernier, les fondateurs ont été un petit peu éjectés. Ils étaient, du groupe Régis. Voilà. Et donc il y a un fonds activiste qui a pris le pouvoir et qui, eux, dans leur communication, avaient dit qu'ils voulaient se séparer de l'Europe et tout ça. Donc j'ai profité de ce moment-là pour leur dire, bon, bah voilà, moi, soit vous me rachetez, soit, comme je savais qu'ils n'étaient pas en mesure de me racheter, soit je vais... c'est moi qui vous rachète. Je vais reprendre mes parts. Et donc j'ai pu reprendre mes parts, remonter dans mon capital un peu plus, et maintenant j'ai repris un nouveau partenaire 100% français. 100% français. Voilà, et vous, donc, aujourd'hui, vous êtes le numéro 1 mondial de la coiffure? Non, numéro 2. Numéro 2 encore numéro 1. Ah, c'est agaçant, ça. Ah, ça. Mais numéro 1 européen, parce que le deal, effectivement, avec Régis, dès le départ, c'était que vous preniez la main opérationnelle. Il y avait cet accord capitalistique, et vous avez, dès cette époque, pris la main opérationnelle sur l'ensemble de leur réseau européen. Exactement. Et une question, Franck Provost. Qu'est-ce que vous avez su faire qu'ils ne savaient pas faire? Eh bien, je pense que bon, déjà, quand on est dans le pays, c'est un avantage. On connaît quand même un petit peu les réactions, aussi bien des consommateurs que des collaborateurs, et le social aussi. Et puis moi, je suis là, quoi. Je suis coiffeur, donc je parle le même langage qu'eux. Et donc, je pense que c'est un avantage par rapport à des financiers qui sont dans un bureau à Minneapolis, quoi, tout simplement. Quoi. Mais à quel moment, moi, je me pose parfois, vous concernant, la même question qu'on peut tous se poser sur notre ami Ducasse. C'est-à-dire, comment est-ce que l'on peut exercer son talent qui est réel chez vous, qui est votre vrai talent de coiffeur? Vous êtes venu à plusieurs reprises sur ce vrai talent du métier. Comment est-ce qu'on arrive à le transmettre à un groupe de 3000, 20 000 personnes, vous l'évoquiez?
Comment ça se passe? Est-ce que maintenant il y a des personnes clés à qui vous avez transmis et qui sont chargées de la diffusion? Comment on l'organise ça? Oui, bien sûr. Il faut des équipes autour de soi. Moi, j'ai la chance d'avoir fidélisé vraiment des collaborateurs proches et qui restent là et puis qui sont avec moi déjà depuis longtemps. Bon, comme vous le citez, bon, Alain Ducasse, c'est vraiment un exemple formidable. Extraordinaire. Mais on dit qu'il n'est pas derrière ses fourneaux. Oui, Alors, le jour, on l'a vu Non, sur... mais c'est toujours lui qui est là pour la création Et de je chaque sais bien, recette. Hein, je voilà. sais bien. Voilà, il est là et puis il a des chefs qui en forment d'autres et ainsi de suite. Donc la pâte, l'atmosphère et C'est la sienne. l'ADN est toujours là. C'est vous aussi, c'est votre cas Oui, aussi. bien Le sûr. style, encore Ouais, aujourd'hui, sûr, c'est le vous qui style vous en encore. occupez? C'est moi avec mon fils. Avec votre fils, oui, c'est ça. Mon il y a une fils est dimension- directeur artistique, mais bon, c'est ça qui est formidable. On a les mêmes réactions quand je le vois coiffer. C'est vous. Voilà, Ouais. exactement. Je me dis, tiens, cette mèche, je la mettrais comme ça. Et automatiquement, il la met Il la comme ça, met- tant Oui, qu'on c'est se le parle. côté Voilà. mini- Donc, c'est- c'est du et donc, family le business, style est là. en Quoi. Donc, action, voilà. et alors, comment ça se transmet? C'est vrai qu'il y a une espèce de mimétisme, sans doute, qui existe. Et puis la passion, quoi. Mais c'est ça aussi, c'est rappeler ça, le sens des campagnes de pub que j'évoquais tout à l'heure pour vos produits dérivés. On vous voit dans le cadre d'un salon, c'est vous qui portez la marque, Ah voilà, ouais. et c'est vous qui rappelez la promesse en grand format à petit prix. Voilà. Exactement. Enfin, C'est- d'ailleurs, voilà. quand on me croise, on me fait le geste en grand Oui, oui, format. je viens vous parler, mais il doit est être terrible, customisé ça. le geste. Vous voyez, je le fais même. Voilà. Mais oui, je pense que c'est important quand on a un produit, eh bien que ça soit le créateur qui le défende et qui l'interprète. Parce que, bon, moi d'abord, ça a un double avantage. Ça me coûte quand même beaucoup moins cher que des égéries. Ouais, c'est sûr, oui, oui, voilà. Ouais. Et donc, voilà, donc au début, c'est vrai que j'avais une espèce de timidité, de pudeur, parce que c'est toujours un peu... je me suis dit, on va se il y faire a un peu mégalo, violence. machin et tout. Et puis finalement, on s'y fait. Et puis voilà, quoi. Donc, ça fonctionne bien comme ça. C'est vrai que maintenant, quand on me croise dans la rue, Ça doit voilà. être dur, hein, ça, je peux moins me cacher, quoi. c'est C'est clair. certain. Franck Provost, vous évoquez votre fils, c'est un des sujets que je voulais évoquer évidemment parce que ce qui est quand même génial dans l'histoire, c'est qu'il y a une suite maintenant et qu'il y a pas votre, il y a également votre fille, je crois, qui est Ah à oui, vos oui, côtés. oui, faut pas Racontez-nous l'oublier. comment ça reste. Et puis ce qui est fantastique, c'est d'atteindre cette taille et de rester une entreprise familiale. J'aimerais qu'on parle un peu de ce côté-là, de la façon dont vous vivez aujourd'hui ce partage de pouvoir. Et une avec- entreprise d'entrepreneurs, juste, vous Ouais. avez mis un pluriel, quoi. Voilà. Comment vous ressentez Alors, tout ça? bon, bah, déjà, moi, déjà avec mes enfants, c'est formidable parce qu'on s'entend bien et puis chacun a su trouver sa place. Donc ma fille s'occupe de toute la communication et la presse et du groupe. Et d'ailleurs, elle a fait un livre sur moi, donc j'étais très fier parce qu'elle a C'est fait sympa ça d'écrire en un ça livre doit sur être son quelque père. chose. catimini et vraiment, j'ai pris ça vraiment comme une vraie déclaration d'amour et ça m'a fait plaisir. Sympa ça. Ça s'appelle, et en plus, elle l'a appelé Sans rendez-vous parce que, souvenez-vous, moi, Oui, mon ça, premier c'est quand salon, même- j'avais instauré le Sans rendez-vous. Quoi. Et elle n'a pas besoin d'avoir un rendez-vous pour avoir accès à vous. Voilà, donc vraiment, ça a été appréciable. Et puis avec mon fils, comme je viens de vous le dire, ça fonctionne très très bien. On s'entend bien au niveau, on a la même vision des choses. Et puis voilà. Et je sais que demain, ça va continuer, ça va perdurer. C'est aussi pour ça que quand on est entrepreneur, on n'a pas envie, on a envie de transmettre et on n'a pas envie que ça s'arrête. Quoi. Donc moi, j'ai fait tout ça un peu dans cette optique aussi. Mais alors demain, justement, dans mon petit lancement tout à l'heure, je disais, on va peut-être découvrir ce qu'il fait encore courir, parce qu'il y a quand même un sacré chemin. Et il court toujours. Voilà, il court toujours, et visiblement, il n'a pas envie de s'arrêter. Alors, vous marchez à quoi? Bah, Quelle énergie, Franck Provost? Ah allez-y. non, mais C'est l'énergie, c'est la passion déjà. La passion, moi, j'aime ce que je fais. Je ne fais pas à chaque moment de la journée, je fais finalement un métier différent, puisque là, bon, c'est de la communication. Après, je vais animer un groupe de coiffeurs, des proches. Après, je vais me retrouver avec les avocats. Donc, c'est passionnant. L'entreprise, c'est passionnant. Oui, puis pour avoir eu la Vraiment, chance de vous croiser régulièrement depuis quelques années, on voit qu'à chaque fois, vous êtes heureux de porter votre marque. Oui, Voilà. oui. C'est un Et- bonheur et- constant, visiblement. Et là, c'est vrai, on est dans le salon des entrepreneurs et je trouve que c'est vraiment génial d'être là parce que on ne le dit pas suffisamment que l'entreprise, c'est quelque chose, une aventure formidable et passionnante. Moi, je vis ça comme un rêve, enfin, c'est vraiment une aventure. Quoi, et Comment vivez-vous, Franck Provost, le contexte actuel? J'aime bien poser cette question en ce moment parce qu'on sait bien que les entrepreneurs, quand même, ont eu quelques agacements récents. Est-ce que comment l'entrepreneur que vous êtes et qui n'a jamais eu la langue de bois réagit oui, aux quelques mois qui viennent de s'écouler, aux mois qui nous attendent? bah, je trouve que c'est extrêmement difficile dans le sens
où on est quand même, les charges sont trop importantes sur des jeunes collaborateurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Alors, on nous dit engager des apprentis. Okay, on engage des apprentis et c'est bien pour le métier. Bien sûr. Donc on forme ces apprentis et puis dans ce métier, 2 ans après, l'apprenti a terminé. Et du jour au lendemain, paf, c'est plein pot, le salaire, les charges sociales, et ils ne sont pas rentables. On ne peut pas. Et donc finalement, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de métier. Donc tout le monde a perdu son temps, quoi. C'est quoi les priorités à votre avis? L'entrepreneur que vous êtes et qui a démontré que la France pouvait rayonner, c'est numéro un. Votre préoccupation numéro 1. C'est pas les 75%, c'est pas tout ça votre préoccupation. Non, c'est la baisse des charges. Voilà, retrouver la compétitivité. Oui, un peu d'oxygène, quoi. Et puis, bon, là, le nouveau gouvernement, Fleur Pellerin, notre ministre, donc a créé là, les assises de l'entrepreneuriat. Vous jouez un rôle important, du reste. Je suis co-animateur avec Denis Jacquet d'un groupe sur l'international, sur les entreprises qui veulent aller à l'international. Et donc, il y a 9 groupes, pardon. Et donc, voilà, j'espère que ça va déboucher sur quelque chose de concret. Enfin, on y travaille. Vous y croyez, honnêtement? Je sais que vous y consacrez du temps. On ne pratique pas la langue de bois. On pratique pas la langue de bois à ce micro depuis le lancement. Il y a un certain nombre de personnes dans la communauté qui disent on va attendre de voir sur quoi ça va déboucher. Ça risque de n'être de pas grand-chose d'un point de vue concret. Et on parle de com plutôt que de réalité, de réelle volonté, de choses. Vous qui êtes au cœur du dispositif, comment est-ce que vous sentez les choses? Nous, on travaille. En tout cas, par groupe, on est une vingtaine. On travaille. C'est vraiment, on fait ce qu'il faut. Donc, il va être retenu 4 propositions. Donc, dans chaque groupe. Après, voilà, il va rester les rapports, il va rester quelques propositions. C'est un peu ce qu'on fait comme reproche au rapport. Il y en a beaucoup. Est-ce qu'ils les appliquent? J'ose espérer que oui, parce que c'est nécessaire, quoi. Vraiment, c'est absolument nécessaire. Tous les entrepreneurs qui font partie de votre groupe aussi, hormis effectivement cet élément de la baisse des charges que vous avez évoqué tout à l'heure, ils attendent quoi? Il leur manque quoi pour développer encore plus? Ce sera la dernière question, la dernière réponse. Alors, bon, moi, je suis dans Ils vous disent quoi? Moi, je suis dans un groupe pour les entreprises qui veulent aller à l'international. Alors bon, je ne veux pas empiéter sur les autres groupes. Il y en a d'autres sur le social, sur la fiscalité, tout ça. Bon, en ce qui nous concerne, nous, c'est justement comment, par exemple, Franck Provost, le coiffeur, il peut s'installer à l'international. Alors souvent, c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'organismes qui existent, mais on ne sait pas où aller piocher. Alors peut-être de rationaliser tout ça. Un guichet unique pour l'international, ça serait pas mal. Une vieille idée. Vous avez au niveau du financement, Oseo, maintenant il y a la BPI, il y a tout ça. Donc voilà, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Déjà, si simplement on peut faire avancer ça, ça ne sera déjà pas si mal. Bien, Franck Provost, tous nos espoirs reposent sur vous et vos collègues entrepreneurs qui font tout pour que ça aille un peu mieux et qu'on entreprenne encore mieux en France. On est, je vous le rappelle, en direct du Salon des entrepreneurs pour ce numéro exceptionnel de l'entreprise BFM. On marque une pause avec Franck Provost. Vous restez avec nous pour la deuxième partie d'émission. On accueille, c'est notre tradition à nous, la niaque de la semaine dans un instant, avec Jeanne Coeffet, qui est la fondatrice de mondefilé.com, et on retrouvera Jean-Luc Semama, président d'Expertise et Conseil. Alors, c'est notre tradition avec notre invité du week-end, c'est d'accueillir ce qu'on appelle la niaque de la semaine. Et ce week-end, elle nous est présentée par le MoveJ avec Dominique Restino, son président fondateur. Il s'agit de mondefilé.com avec Jeanne Coeffet. Mais d'abord, c'est vous, Dominique, qui nous l'a présenté. Absolument. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mondefilé.com, créé par Jeanne Coeffet, Sarah Fénérol et Thomas Méron en 2011, c'est un site de e-commerce qui fait la promotion de créateurs de mode et assure la fabrication de leurs modèles. Aujourd'hui, mondefilé.com travaille avec 80 créateurs stylistes et a développé 1000 références produits. L'objectif de mondefilé.com est de devenir la référence en tant qu'accélérateur de talent dans la mode. Jeanne est lauréate du programme de mentorat du MoveJ. Elle a comme mentor quelqu'un que vous connaissez bien, qui est Nelly Rodi. Que nous avons accueilli dans ce salon le week-end dernier. Voilà. Bonjour Jeanne. Bonjour à tous. J'hésitais sur le prénom, pardonnez-moi. Comment c'est né cette idée? Alors cette idée, elle est née assez naturellement. Moi, j'aimais beaucoup aller dans des petites boutiques de créateurs. Et je me suis vite rendu compte que d'un côté, il y avait beaucoup de créateurs qui avaient du mal à se faire connaître et qui avaient du mal aussi à gérer cette partie fabrication, relation avec des fournisseurs. Et de l'autre côté,
toutes mes amies ou mon entourage quand je mettais ces créations qui me disaient avoir du mal à trouver des créations originales mais qui restent à des prix abordables. Oui. D'où l'idée de ce site. Vous étiez étudiante ou à l'époque quand vous avez créé cette entreprise? Non, j'avais un petit peu travaillé avant, Oui. mais toujours avec l'idée en arrière-plan de créer ma propre société. Compliqué de convaincre ou pas? Les premiers partenaires, les premiers créateurs ou pas? Non, pas tellement. Les créateurs ont tout de suite adhéré au concept parce qu'il y avait un véritable besoin en termes à la fois d'accompagnement et ils étaient très heureux de se décharger un petit peu de la partie fabrication-production et d'avoir un moyen de se faire connaître autre que ceux qu'ils utilisaient habituellement. Mais qui assure justement cette partie production qui est complexe? Donc en fait, comment ça marche le site de comment ça mondéfilé.com? C'est assez simple. Donc tous les mois, on sélectionne entre 5 et 10 créateurs à qui on va proposer de créer un modèle en exclusivité pour le site. Plutôt des gens que le public ne connaît pas encore? C'est vous qui les repérez? Oui, tout à fait. Accélérateur et découvreur de talent et accélérateur. C'est-à-dire que vous êtes Accélérateur toujours et effectivement en veille, toujours en train effectivement de chasser les papillons, comme dirait notre ami Augustin. On chasse, on vient vers nous aussi pour proposer des profils. Donc 5 on à est 6 en par lien mois. avec pas mal d'écoles de mode à Paris, mais aussi en Europe. Donc entre 5 et 10 créateurs, on leur propose de créer un modèle en exclusivité. Derrière, on les accompagne du croquis au premier prototype du modèle. Là, on va organiser un shooting, on met tous ces modèles en ligne et c'est les internautes qui vont voter pour leur modèle préféré. Ils le financent aussi, un peu comme dans My Major Company ou pas? Non, pas du tout. Alors non, parce qu'on voulait vraiment garder cette dimension ludique de je veux plutôt pousser ce créateur parce que j'aime ce modèle, je veux pousser cet autre, etc. Oui. Et dès qu'un modèle a plus de 200 votes, là, on va produit. le passer en production et c'est donc mondéfilé.com qui va charger de toute la partie Commercialisation, mise en valeur, etc. production, logistique Génial et comme modèle. commercialisation. Franck Provost, j'aimerais vous faire réagir. Vous êtes vous aussi dans la mode. Comment est-ce que vous réussissez à ces initiatives entrepreneuriales différentes, modernes? Je trouve ça formidable parce que bon, de monter d'abord ce site, c'est une chose, mais après, je pense que la difficulté, c'est de faire fabriquer quand même. Oui, c'est le trouver sourcing, des. oui. Voilà. Vous faites ça en France ou à l'étranger? Alors, on a plusieurs types de sourcing qu'on adapte en fonction des types de compétences dont on a besoin dans les ateliers. On produit une partie en France et une partie en Asie, une partie en Europe de l'Est. Jeanne Coeffet, ça a démarré quand les premiers modèles mis en vente? Alors, on a démarré, le site a été lancé en octobre 2011, donc ça fait un petit peu plus d'1 an. Est-ce qu'il y a eu un best-seller? Est-ce qu'il y a un blockbuster déjà? Ou pas Il y a encore? plusieurs best-sellers. Plusieurs blockbusters. Alors racontez-nous. Dont un modèle que vous pourrez aller découvrir sur le site, qui a un top de Amy Rigaud, qui est une des créatrices qui marche très très bien sur mon défilé, qui a un petit top avec des empêchements en cuir doré et Ça, c'est très tendance. ça. Arnaud qui connaît très bien les tops. Mon épouse est dans le textile, donc voilà. D'accord. Donc ça marche très fort. Donc ça marche très fort. La veste que je porte aujourd'hui, qui est en coton enduit avec des empiècements cuir, qui est aussi de cette même Je vous créatrice. confirme, mesdames, qu'elle est très bien. Ouais. C'est Arnaud. Et ça, c'est fabriqué à combien d'exemplaires? Alors aujourd'hui, on n'est pas encore très connu, donc mais l'objectif c'est vraiment de faire des petites séries. Donc ça dépend. On produit en moyenne aujourd'hui 50 pièces au modèle. Une fois que c'est fait, on fabrique plus, c'est terminé quoi. Ou Alors, vous pouvez. on fonctionne sur un modèle de production à la commande. Donc en fait, on a des sessions de commande pendant lesquelles les clientes qui sont intéressées par les produits peuvent les commander. Et toutes les semaines, on clôture les sessions de commande et on lance la production. Mais une fois que c'est fini? Ou si c'est un best-seller et un blockbuster que j'évoquais, on peut en faire un produit mondial éventuellement? Une fois que c'est fini, on peut quand même continuer à commander. Mais on attendra un tout petit peu plus longtemps pour recevoir. Mais l'idée, c'est le commande. renouvellement permanent. Oui. Arnaud, Jeanne, Dominique Restineau, lorsqu'il vous a présenté, rappelait que vous êtes lauréate du MoveJ et que vous bénéficiez du programme de mentorat avec quelqu'un qui s'y connaît un peu en matière de tendance et de l'univers de la mode, c'est effectivement Nelly Rodi. Qu'est-ce que ça change? Racontez-nous en quoi ça peut devenir un accélérateur de développement. et tout ça en 20 secondes. Oui. Alors je dirais déjà un grand merci au MoveJ parce que l'accompagnement qu'on a avec Nelly Rodi, c'est vraiment incroyable. Elle nous apporte à la fois une vision extérieure, des conseils et elle nous pousse vraiment dans nos retranchements sur notre stratégie, la manière dont on avance et dont on va développer cette entreprise et c'est vraiment top.
C'est tout, c'est génial. En Vous avez fait les 20 secondes, secondes, mais très bien l'enthousiasme et les yeux qui s'illuminent. Vous êtes applaudis dans le Salon des entrepreneurs. Merci infiniment. En tout cas, on va bien sûr suivre l'aventure de mondéfilé.com. Nicolas, qui est venu avec 2 unes, des éco-entrepreneurs et puis du Parisien Économie. Pourquoi? Exactement, parce que je suis arrivé ce matin au Salon des entrepreneurs et quand j'ai vu ces unes-là, j'aurais aimé les voir il y a bien longtemps, donc en 2009 quand j'ai créé ma boîte. Et surtout les voir avant et peut-être les voir plus souvent ces unes. Quelles sont-elles ces unes alors? Racontez-nous. Écoutez, en fait on voit sur ces unes deux jeunes entrepreneurs, donc clairement ils ont tous moins de 25 ans. Et la première une, titre encore étudiant déjà patron. Et la deuxième, créée en 2013, grandir en période de crise. Et là on voit un jeune. Avec notamment le fondateur du slip français qu'on a reçu comme niaque de la semaine il y a quelques temps. Exactement, c'est ça. Donc très médiatique en ce moment d'ailleurs. Bravo à son entreprise. C'est un petit Nicolas Rohr. Il a surfé sur une belle vague. On va le dire comme ça. C'est un collier de barbe qui fait ça. Voilà. Exactement, c'est possible. C'est le look décontracté. Voilà, on voit du coup qu'il se laisse pousser la barbe, mais par contre l'autre pas encore. Peut-être qu'il est encore trop étudiant. Oui. Mais ça ne saurait tarder. La barbe vient vite après. Franck Provost a sa barbe, Nicolas Sarkozy a sa barbe. Tous les gens ont de la barbe aujourd'hui. Et je vais m'y mettre des deux mains, les amis. C'est vrai, parfait ça. Mais alors Nicolas, j'aimerais vous suivre. Pourquoi êtes-vous surpris ou étonné ou heureux de ces unes? Alors très heureux, aucunement surpris, mais très heureux. Je pense que ça montre que les journalistes prennent conscience que notre génération Y, qui aujourd'hui est maintenant bien en place dans pas mal de rouages, en tout cas à quémander ses places dans les rouages, les journalistes en prennent conscience et savent que l'avenir de ces magazines sont les jeunes. Donc c'est en les attirant avec des unes comme ça qu'ils liront les magazines. Et je pense aussi surtout qu'en leur donnant la parole, en fait, on leur donne une place légitime auprès des consommateurs. Donc moi, je trouve ça super de les insérer dans ces magazines où ils n'ont pas la place de payer la page de pub que forcément une autre marque, peut-être celle de Franck. Moi, j'ai pas forcément les moyens non plus. Hein. Mais en tout cas, nous, n'ayant pas ces budgets, on compte sur ça. Et on compte sur ça pour que les journalistes laissent une place et peut-être plus tard d'investir éventuellement. Arnaud tremble d'impatience d'intervenir. Dans le cas des échos, il y a aussi une conviction profonde, vous allez me dire si ça vous semble justifié, qui est que cette communauté des entrepreneurs elle a besoin du partage d'expérience et que la meilleure manière d'attirer effectivement les entrepreneurs vers les informations, ça veut dire c'est en organisant justement le partage des expériences, en faisant témoigner ces entrepreneurs et donc en les mettant à la une. Et en les mettant à la une, bravo. Parce qu'en général, c'est peut-être pas toujours à la une, mais c'est vrai que les échos ont un vrai souci d'aider les jeunes et nous, on a été aidés par les échos dès les débuts. Donc, bien sûr. Franck Provost, vous partagez ce plaisir jouissif de Nicolas Rohr de voir des jeunes entrepreneurs à la une de la presse. Est-ce qu'on met assez en vedette les entrepreneurs français? On a vu tous un sondage récent qui montre que plus que jamais les Français ont envie d'entreprendre, ce qui est plutôt rassurant. On sait que c'est compliqué. Nicolas, vous en êtes la preuve vivante tous les jours, il faut se battre. Mais Franck, par rapport à vos débuts, vous trouvez que l'ambiance est plus à l'entrepreneuriat ou pas? Oui, bien entendu. Aujourd'hui, je confirme ce qu'il dit. C'est formidable d'avoir 2 unes comme ça avec des jeunes. Et c'est vrai que quand on débute, moi si j'avais eu ça quand j'ai démarré, ça m'aurait sans doute rendu service. Il y avait un espace médiatique quand le jeune Franck Provost a démarré ses salons de coiffure ou pas? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Entreprendre n'était pas à la mode en plus. Non, mais moi je sais que j'ai monté mon premier salon à Saint-Germain-en-Laye, comme je vous l'ai dit, et je me suis vite rendu compte que aucun magazine, aucune attachée de presse viendrait me voir à Saint-Germain-en-Laye. C'est la raison pour laquelle j'ai monté un deuxième salon à Paris, dans le 8e, avenue Franck-la-Roosevelt. Et j'ai fait des dossiers de presse et tout. Et effectivement, parce que ça passe aussi par la médiatisation. Le fait de choisir de vous engager au championnat du monde de la coiffure, c'était aussi pour ça, pour avoir de la visibilité, entre autres? Non, parce que ça, c'est pas trop c'était le côté métier. Ça, voilà. C'était juste vraiment pour la technique. Quoi. Et puis par la passion de mon métier. Quoi. Nicolas Rohr, je reviens vers vous. Est-ce que vous qui fréquentez plein de jeunes entrepreneurs de votre âge, vous trouvez que l'état d'esprit du moment est toujours aussi entrepreneurial qu'il y a 1 an ou 2 avant que on soit tombé dans cette espèce de ras-le-bol, d'espèce de conflit avec des problèmes de taxes, de gouvernement, les pigeons, les machins. Est-ce que vous trouvez que l'ambiance est la même? Ce salon, on l'a démontré, il y a un monde fou. Il y a une notion que je voudrais introduire, c'est que quand on est entrepreneur, il faut se mettre dans le bain entrepreneur pour en rencontrer d'autres. Bien sûr. J'ai beaucoup d'amis qui ne se rendent pas compte que la vague entrepreneuriale est énorme, parce qu'ils ne sont pas dedans en fait. Et du coup, voient ça de l'extérieur en se disant, mais finalement, il n'y a pas d'entrepreneur, moi je suis tout seul tous les jours. Et si je monte ma boîte, j'ai personne pour m'aider. En fait, finalement, on est plein. Donc, il faut déjà rentrer dans ce mouvement. C'est comment on y rentre dans la vague entrepreneuriale? Et on y rentre par des associations, par le MoveJ, on y rentre par 100 000 entrepreneurs, on y rentre aussi en faisant la une des Échos, en faisant la une du Parisien. Comment on fait la une des Échos? En passant chez vous, surtout. En passant chez vous. Ça, forcément. Parce que c'est l'endroit. Commence par là. The place to be.
Mais voilà, donc il faut déjà rentrer dans ce mouvement et ensuite, moi j'observe en faisant beaucoup d'apéros entrepreneurs ou en participant à des manifestations que finalement le moral n'est pas atteint parce qu'on a du boulot au quotidien en fait. C'est-à-dire que toutes ces revendications sont des lames de fond et nous, au quotidien, ce qu'on gère, c'est des impayés avec des fournisseurs, la création d'une collection, l'ouverture d'un magasin, mais des choses qui ne sont pas très macro, qui sont vachement microéconomie en fait. Bien sûr. Donc la macro, on la laisse aux politiciens et je pense qu'on est là pour manifester le dimanche s'il faut. Mais au quotidien, on fait de la microéconomie. Donc dans la microéconomie, on ne voit pas ces incidences-là. En fait, on est obligé de se battre quoi qu'il arrive pour y arriver. L'énergie est là donc. L'énergie est là, évidemment, et plus que jamais. Et ce qui est génial, c'est de voir que moi maintenant j'ai 25 ans et je vois des jeunes qui ont 22 ans, qui créent. Alors j'ai l'impression de faire vieux alors que je ne le suis pas du tout, mais je sais juste qu'il y a une nouvelle génération qui est encore plus en avance sur nous parce qu'ils maîtrisent mieux les technologies. Ouais. Ils ont déjà des mentors, il y a plus de systèmes qui les la encouragent communauté à... s'est structurée. Voilà. Exactement. Et Et vraiment, se ça structure. progresse d'année en année. Quoi. Tout à fait. Alors C'est j'aimerais ça. qu'on fasse un petit exercice dans la deuxième partie de cette interview, cette rencontre avec Nicolas Rohr. C'est qu'un petit peu un tandem, Nicolas Rohr et Franck Provost. Vous venez de passer, Nicolas, le cap des 10 salariés, je crois. Tout à fait, oui. J'aimerais que vous fassiez un petit peu un passage d'expérience. On sait que le gouvernement aime bien que les seniors donnent des conseils aux jeunes. Ah, yes. Qu'est-ce que Franck Provost aurait envie de conseiller, lui qui a aussi passé très jeune ce cap des 10, pour les étapes suivantes que Nicolas pourrait passer dans sa belle entreprise Fagochous qui grandit, il a de l'ambition comme vous, peut-être que demain il rachètera Oui, son principal concurrent. et des collaborateurs, il en a 20 000 maintenant. Donc il Allez, a un peut-être petit des choses à ping-pong partager. entre le vétéran. si Alors, je puis dire. oui, effectivement, c'est un sujet que je connais bien. Tout simplement, moi, je ne vais pas parler de nombre de collaborateurs, mais de salons. Quoi. Je passais du premier salon, où j'avais une quinzaine de collaborateurs, au second. Et donc, mon premier était à Saint-Germain-en-Laye. Je viens de vous dire que le second, j'ai voulu le faire dans le 8e pour toutes les raisons. Et là, effectivement, c'est compliqué, quoi. Parce que vous devez quitter un endroit où vous avez votre clientèle, vos équipes, pour aller dans un autre où vous n'êtes pas sûr d'y arriver. réussir. Alors, ce qui est important, c'est au départ de former des gens à côté de soi, compétents, qui puissent, pour qu'on puisse se départager tout simplement, quoi. Voilà, quoi. Et à partir du combienième salon, on se dit, oula, c'est plus la même chose, je ne parle plus à moins. Enfin, j'ai l'impression, moi, en passant le cap des 19 maintenant, il y a un niveau managérial qui fait qu'il y a des personnes que je ne vois plus travailler au quotidien ou que je ne vois plus. Alors qu'au fond, 19, c'est pas grand-chose quand on y réfléchit, quand on pense Ouais, c'est ça. aux 3 000 salariés et aux 20 000 du qui coup, bossent sous les Il y a enseignes l'augmentation Franck du nombre, il y a votre déménagement qu'on a déjà évoqué effectivement à C'est ce ça. micro. Maintenant, vous avez des équipes qui ont certes un peu plus d'espace vital pour pouvoir travailler au quotidien, Ouais. mais qui ne sont plus en train de communiquer C'est parce ça. que naturellement, Et qui se ne créent s'entendent des pas au petits quotidien. villages en fait. Il y a Voilà. des petits villages au sein de l'entreprise. Et donc, comment est-ce qu'on veut garder le fil Je crois que ce qu'il faut, c'est surtout garder toujours le contact. Parce que vous avez des gens avec vous qui travaillent avec vous parce qu'ils croient en vous et ils sont contents de travailler pour vous. Donc si d'un seul coup, vous ne communiquez que par mail, par exemple, ils perdront tout intérêt, quoi. Il faut vraiment, si vous avez cette passion des hommes, il faut aimer les hommes, c'est ce que j'ai toujours dit, être avec eux, les voir, et puis au fur et à mesure, eh bien, on crée sa pyramide, quoi, tout Et Franck simplement. Provost, les erreurs à ne pas commettre quand on veut grandir, comme vous l'avez fait de manière incroyable en ce qui vous concerne. Les erreurs à ne pas commettre, il faut aller vite, mais il faut aller à sa mesure. Sans se presser en même temps. Voilà, quoi. Il faut, si on ne se sent pas prêt, il ne faut pas le faire, quoi. C'est pas une course, quoi. C'est pas une obligation de grandir. Ouais, c'est intéressant comme sujet. Ça. Non, c'est pas une obligation, parce qu'on peut très bien, dans sa petite entreprise, avec ses collaborateurs, et très bien vivre. Est-ce qu'il y a un moment, Après, c'est une question de motivation, de passion. Franck, est-ce qu'il y a, Franck Provost, un moment où vous vous êtes dit, finalement, c'est pas si simple de grandir, j'aurais peut-être dû rester plus petit? Tous les jours, je me dis ça. Je m'en doutais un peu. Tous les jours, parce que c'est vrai que c'est tellement compliqué, c'est tellement... on multiplie les soucis, mais d'un autre côté, on les prend à un degré un peu différent, quoi. Plus de recul à un moment. Ça fait partie de la vie, et bon, voilà. Oui. Mais bon, c'est vrai, quand je vois maintenant les entreprises, là, on parle du 6 et tout, mais il faut avoir des comptables et tout, c'est infernal. Alors que nous, on choisit un métier parce qu'on l'aime, parce qu'on a envie de faire son truc, et à côté de ça, administrativement, c'est terrible, quoi. Et vous, Nicolas, est-ce que vous en êtes déjà avec cette première étape de croissance? Est-ce qu'il y a certains matins où vous dites oh, c'était quand même un peu plus fun avant? Il y avait le côté, je pense, terrain. Moi, j'imagine que vous avez très vite lâché vos ciseaux. Non. Il coiffe pas du encore. Il coiffe D'accord. encore. Ah oui, super.
Grand étonnement, grand étonnement. Alors, Non, mais- maintenant, et- beaucoup Un moins. peu Mais... moins, un peu D'accord. moins. Non, mais c'est là que Bah, je je prends dis c'est rendez-vous, alors. important de, quand même, de rester avec eux, Oui, oui. qu'ils comprennent que c'est vous qui êtes le créateur, voilà, qui fabriquez. Qu'est-ce que vous aviez en tête en disant Moi, ça, Nicolas j'allais dire qu'il y avait un peu le côté un client arrive, je lui coupe ses cheveux, je lui dis au revoir, il part. Et j'ai encaissé. Voir toute la chaîne, en fait, à un moment donné, d'une action en fait, dans l'entreprise. Plus on grandit, moins on voit toute la chaîne. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, pour aller démarcher un prestataire, on envoie 2 personnes. Ensuite, il y a le financier qui prend le relais pour machin, la logistique, etc. Et je crois qu'il y avait ce côté, moi, que j'appréciais quand même au début, c'était de démarrer un projet, de le terminer. De voir le but moi-même terminé. Mais Donc, vous n'envisagez pas de ne pas grandir pour revenir sur ma question. Évidemment, faut-il grandir évidemment. Donc on on peut n'envisage pas, mais il y a toujours ces petits projets. Du coup, j'essaie de trouver de temps en temps des petites actions que je pourrais faire dans l'entreprise où Exemple. je démarre. On termine là-dessus. Allez, un dernier exemple de comment voilà, ne pas bah, perdre le contact, un même exemple, quand on est, pour l'instant j'insiste, on est- que 19. Alors, on est en train, du coup, ça va faire une petite pub. On est en train de participer à un concours qui s'appelle Affichage Indoor pour les toilettes, organisé par une agence qui s'appelle Créads. Mes 2 personnes du marketing et de la communication étaient en vacances. Du coup, j'étais avec une stagiaire. Et il y a 2 semaines, en un jour, en fait, j'ai monté du coup un projet de campagne publicitaire pour toilettes qui aujourd'hui sur Internet et les gens doivent voter. On a monté ça en 8 heures. Voilà, tout simplement. Et du coup, j'étais là dès le début parce que j'avais eu vent du concours et il se terminait à minuit le jour même. Et je l'ai monté de A à Z, trop content. Alors, je suis pas sûr que ma créa avec la stagiaire soit la meilleure, mais au moins, Mais vous êtes fait plaisir. voilà, je me suis fait plaisir. Je suis revenu sur du concret, quoi. Alors je termine Voilà, avec une ne le dernière perdez question. Dernière question à Franck Provost pour le remercier de nous avoir accompagnés en cette émission exceptionnelle en direct du Salon des Entrepreneurs. Je vous ai taquiné en disant que vous n'étiez pas encore numéro 1 et on parlait de grandir. C'est l'objectif ou pas, Franck Provost? Oui, mais ce n'est pas un objectif obligatoire. Bien sûr, c'est un objectif parce qu'il faut toujours se fixer des objectifs. Sinon, voilà, si on n'avance pas, on recule, comme on dit, tout simplement. Allez, c'est un scoop. Il deviendra numéro 1. Et il était avec nous. C'est un grand bonheur. Merci 1000 fois, Franck Provost. Merci à vous. Merci beaucoup, Nicolas Rohr, de nous avoir à nouveau accompagnés et fait bénéficier de votre quotidien d'entrepreneur. C'est la fin de cette émission en direct du Salon des Entrepreneurs. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle édition. Merci à tous. Bonne fin de week-end. Ciao.